Imaginez un monde où les nouvelles mettent des semaines à traverser un océan, où les armées combattent sans savoir que la guerre est déjà finie, où un navire peut disparaître sans qu'aucun port ne sache pourquoi. Puis, soudain, un fil de cuivre tendu entre deux continents change tout. Le message traverse l'Atlantique en quelques minutes. Le pouvoir change de main. Les empires se réorganisent. La vitesse de l'information vient de bouleverser l'histoire humaine. Pendant des millénaires, les hommes ont été prisonniers du temps que mettait une information pour voyager. Les signaux de fumée, les chevaux, les pigeons voyageurs et les bateaux à voile n'offraient qu'une illusion de rapidité. Mais au XIXe siècle, une invention allait rompre brutalement avec cette lenteur ancestrale, le télégraphe électrique. Ce simple courant pulsé à travers des câbles transforma la diplomatie, le commerce et la guerre. Puis, à peine quelques décennies plus tard, une voie franchit pour la première fois ces mêmes fils, le téléphone. Deux inventions qui ont ouvert la voie à la communication instantanée et posé les bases de notre monde interconnecté. Nous allons plonger dans l'épopée fascinante du télégraphe et du téléphone, des expériences des pionniers comme Samuel Morse et Alexander Graham Bell, aux câbles transatlantiques qui unirent les continents, en passant par les bouleversements économiques, politiques et culturels qu'ils provoquèrent. Préparez-vous à découvrir comment deux simples fils de cuivre ont changé la planète. Au début du XIXe siècle, l'humanité rêve d'un moyen d'envoyer des messages plus vite que les chevaux ou les bateaux. Les scientifiques comprennent que l'électricité voyage presque instantanément, mais transformer ce phénomène en outil pratique reste un défi colossal. Les premiers essais apparaissent dès les années 1830. En Europe, des savants comme Pavel Schilling à Saint-Pétersbourg et William Fothergill Cooke, avec Charles Wheatstone à Londres, conçoivent des systèmes complexes d'aiguilles et de fils. Mais c'est aux États-Unis qu'un artiste devenu inventeur, Samuel Morse, simplifie l'idée en 1837. Un seul fil, un électro-aimant et un code de points et de traits que chacun peut apprendre. Ce code Morse devient la clé qui va ouvrir l'ère des communications électriques. En 1844, un moment fondateur a lieu. Morse relie Washington à Baltimore et envoie le fameux message « What hath God wrought ?» ce que Dieu a accompli. Le télégraphe électrique est né. En quelques années, les lignes se déploient à travers les États-Unis, puis en Europe. Les gouvernements, les banques, les journaux et les compagnies ferroviaires s'arrachent cette technologie qui permet d'envoyer en quelques minutes des informations cruciales. Les réseaux ferroviaires, en particulier, changent radicalement. Les horaires peuvent être coordonnés, les accidents évités, et la logistique des marchandises devient plus efficace. L'un des défis majeurs reste toutefois l'océan. Comment relier les continents séparés par des milliers de kilomètres d'eau? La réponse viendra du câble transatlantique. Après plusieurs tentatives coûteuses, c'est en 1866 qu'un câble fiable relie définitivement l'Irlande à Terre-Neuve. Désormais, un message traverse l'Atlantique en quelques minutes, au lieu de plusieurs semaines. Cette prouesse technique, menée par Cyrus Westfield et soutenue par des ingénieurs britanniques, marque une étape décisive dans la mondialisation de l'information. Le télégraphe devient alors un outil stratégique. Les puissances coloniales l'utilisent pour administrer leurs empires. Les journaux reçoivent les nouvelles internationales presque en temps réel. Les marchés financiers réagissent aux fluctuations de Londres ou New York sans délai. La planète commence à battre au même rythme électrique. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le télégraphe cesse d'être une curiosité pour devenir l'ossature invisible de la mondialisation. Les États et les entreprises comprennent qu'une information qui circule plus vite que les navires peut faire basculer l'équilibre des forces économiques et militaires. Les grandes puissances se lancent alors dans une véritable course au câble. Le Royaume-Uni, maître des mers, prend une longueur d'avance. Londres comprend très tôt que contrôler les communications
équivaut à contrôler l'Empire. La compagnie Eastern Telegraph étend un réseau tentaculaire reliant Gibraltar, Malte, Suez, Bombay, Singapour, Hong Kong jusqu'à l'Australie. La règle stratégique britannique est simple. Tous les câbles doivent passer par des territoires sous contrôle impérial ou allié. Ainsi, en cas de conflit, Londres peut couper les communications adverses tout en sécurisant les siennes. Les autres puissances, France, Allemagne, Russie, puis États-Unis et Japon, essaient de suivre, mais le réseau câblé reste longtemps dominé par l'Union Jack. Cette infrastructure transforme profondément la diplomatie. Les ambassades n'agissent plus seules. Les instructions arrivent désormais presque instantanément depuis la capitale. Les guerres elles-mêmes changent de visage. Pendant la guerre de Crimée, 1853-1856, les premières lignes télégraphiques permettent déjà une meilleure coordination des armées. Plus tard, durant la guerre des Boers et la Première Guerre mondiale, couper ou intercepter les câbles devient un enjeu stratégique majeur. Le commerce mondial est lui aussi bouleversé. Les prix des matières premières, du coton aux métaux, circulent d'un continent à l'autre en quelques minutes. Les marchés financiers se synchronisent. Un événement à New York peut déclencher des ventes à Londres le même jour. Les compagnies maritimes et ferroviaires optimisent leurs itinéraires. Les journaux créent des agences internationales comme Reuters ou l'Associated Press, capables d'envoyer des dépêches depuis les coins les plus reculés du globe. Cependant, ce réseau ultra rapide a aussi ses vulnérabilités. Les câbles sous-marins sont fragiles. Une ancre mal placée, un tremblement de terre ou un sabotage peut interrompre des continents entiers. Les puissances coloniales surveillent donc et entretiennent ces artères vitales avec un soin extrême. On entre dans une nouvelle ère, celle où l'information devient une arme aussi puissante que l'artillerie. Le télégraphe a ainsi façonné un monde où les distances s'effacent et où le contrôle des flux d'informations devient un enjeu central de puissance. Mais à peine cette révolution installée, une autre invention va frapper encore plus fort, la possibilité d'entendre la voix humaine à distance. Alors que le télégraphe domine la planète à la fin du XIXe siècle, un nouvel horizon s'ouvre. Et si l'on pouvait non seulement transmettre des signaux codés, mais la voix humaine elle-même? L'idée fascine les inventeurs. Parmi eux, un Écossais installé aux États-Unis, Alexander Graham Bell, va réussir là où beaucoup ont échoué. Passionné par l'acoustique et la surdité, sa mère et sa femme étant sourdes, Bell cherche à comprendre comment reproduire mécaniquement la parole. En 1876, il parvient à faire passer un message vocal compréhensible à travers un fil. Mr. Watson, come here. I want to see you. Monsieur Watson, venez ici. Je veux vous voir. Le brevet qu'il dépose cette année-là déclenche une bataille juridique féroce. D'autres inventeurs, comme Elisha Gray, affirment avoir développé des dispositifs similaires. Mais Bell obtient la reconnaissance officielle et fonde la Bell Telephone Company, qui deviendra plus tard l'un des géants mondiaux des télécommunications. Le téléphone change radicalement l'usage de la communication. Là où le télégraphe impose l'apprentissage du code Morse et un opérateur intermédiaire, le téléphone permet un échange direct et spontané. Les voix traversent les fils sans intermédiaire, rendant la distance presque invisible. Les premières lignes sont locales. Elles relient des commerces, des banques, des administrations. Mais très vite, on installe des centrales téléphoniques où des opératrices branchent manuellement les appels sur des tableaux de connexion. Cette image, des rangées de femmes reliant des fiches sur des panneaux gigantesques, restera emblématique des débuts de la téléphonie. L'impact économique est immédiat. Les entreprises peuvent désormais discuter en temps réel avec leurs fournisseurs, leurs clients, leurs partenaires. Les transactions deviennent plus rapides, les décisions stratégiques aussi. Pour les familles, c'est une révolution sociale. La voix d'un proche éloigné n'est plus condamnée au silence des lettres. Les distances psychologiques se raccourcissent. La technologie continue de s'affiner.
Microphones plus sensibles, fils mieux isolés, puis apparition des commutateurs automatiques à partir du début du XXe siècle, qui remplacent peu à peu les opératrices humaines. Les réseaux s'étendent dans les villes, puis gagnent les campagnes. Aux États-Unis comme en Europe, le téléphone devient un symbole de modernité et de prospérité. Mais la grande aventure ne s'arrête pas là. On rêve bientôt d'étendre la voix au-delà des océans et d'unir les continents par la parole, tout comme le télégraphe avait relié le monde par ses signaux. Cette nouvelle étape marquera l'entrée dans une communication véritablement globale. Dès les débuts du téléphone, un rêve s'impose: relier les continents par la voix, comme on l'a fait pour le télégraphe. Mais la tâche est autrement plus complexe. La voix humaine exige une bande passante large et stable, très différente des impulsions simples du code Morse. Les ingénieurs se heurtent à la perte de signal sur de longues distances et aux interférences. Pourtant, la volonté de surmonter ces obstacles est immense, portée par la promesse d'unir un monde en pleine industrialisation. Le premier grand progrès arrive avec l'amplification électrique. En 1915, Alexander Graham Bell lui-même assiste à l'inauguration de la première ligne téléphonique transcontinentale entre New York et San Francisco. Cet exploit repose sur des répéteurs à lampe à vide, qui renforcent le signal sur des milliers de kilomètres de câbles terrestres. L'Amérique prouve qu'il est possible de parler à l'autre bout d'un continent. Mais franchir l'Atlantique est une autre affaire. Les câbles sous-marins existants ne peuvent supporter la voix. Les ingénieurs explorent alors une alternative: la téléphonie radio à ondes courtes. En 1927, une liaison vocale inaugurale est établie entre Londres et New York grâce à la radio. Un jalon majeur, même si la qualité sonore reste limitée et coûteuse. Les grandes entreprises et les gouvernements s'en servent pour des conversations stratégiques. La véritable révolution vient après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée des câbles sous-marins coaxiaux et des amplificateurs à transistors. En 1956, le premier câble téléphonique transatlantique fiable, le TAT-1, relie l'Écosse à Terre-Neuve. Il permet 36 conversations simultanées. Un chiffre modeste aujourd'hui, mais extraordinaire à l'époque. Les voix traversent enfin l'océan avec une clarté et une stabilité inégalées. Les années suivantes voient une multiplication rapide des câbles, notamment entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Asie. Ce réseau mondial transforme les relations internationales. Les chefs d'État peuvent dialoguer directement en quelques secondes. Les entreprises globales coordonnent leurs filiales sans attendre les dépêches. Les familles séparées par l'émigration s'entendent comme si elles étaient dans la même pièce. Le téléphone devient un symbole d'unité planétaire. La compétition géopolitique, elle, ne disparaît pas. Qui contrôle les câbles contrôle aussi les communications. Pendant la guerre froide, États-Unis et Union soviétique surveillent et protègent leurs infrastructures, conscients que ces fils invisibles sont des artères vitales. Mais la marche vers une planète interconnectée semble désormais irréversible. Et pourtant, une nouvelle révolution se prépare déjà. Libérer la voie du fil, rendre la communication accessible sans câble ni opératrice. L'ère de la téléphonie mobile et des réseaux numériques pointe à l'horizon. Au milieu du XXe siècle, le téléphone s'impose dans les foyers et les entreprises. Pourtant, un défi majeur persiste: la dépendance à un fil physique. Chaque appel nécessite une ligne, chaque extension un câblage coûteux. Les ingénieurs rêvent alors d'une téléphonie plus libre, capable de s'affranchir des contraintes matérielles. Cette vision va préparer la transition vers un monde mobile et numérique. La première avancée décisive est la téléphonie sans fil pour les usages militaires et maritimes. Dès les années 1940, les armées expérimentent des radios portatives, ancêtres des téléphones mobiles. Dans le civil, les années 1946-1950 voient apparaître les premiers réseaux de radiotéléphones pour voitures dans quelques grandes villes américaines et européennes. Ces systèmes restent lourds, chers et limités à quelques utilisateurs, mais ils ouvrent la voie. Le véritable basculement intervient avec le concept de cellules radio,
développé par Bell Labs dans les années 1970. Un territoire est découpé en zones desservies par des antennes relais, permettant de réutiliser les fréquences et d'accueillir un grand nombre d'appels simultanés. En 1973, Martin Cooper de Motorola passe le premier appel depuis un téléphone portable fonctionnel, un appareil imposant mais révolutionnaire. En 1983, le premier réseau cellulaire commercial, AMPS, est lancé aux États-Unis. L'Europe suit avec les normes GSM à la fin des années 1980, posant les bases de la téléphonie mobile moderne. Parallèlement, une autre mutation se joue, le passage du signal analogique au numérique. Cette évolution améliore la qualité, réduit les coûts et prépare l'arrivée des données. Le téléphone devient progressivement un support pour plus que la voix. Fax, puis Internet mobile et SMS dans les années 1990. L'ère des câbles de cuivre laisse place à celle des fibres optiques et des satellites, qui étendent encore la portée planétaire des communications. Le télégraphe, lui, disparaît lentement, supplanté par le téléphone et les réseaux informatiques. Pourtant, son influence demeure. Il a inventé l'idée d'un monde interconnecté, d'une information qui circule instantanément et qui façonne la politique, l'économie et la culture. Sans lui, ni le téléphone, ni Internet n'auraient émergé si vite. Aujourd'hui, nos smartphones et nos visioconférences mondiales reposent sur des principes imaginés il y a 2 siècles. Convertir un message en signal, le transmettre à distance et le rendre immédiatement intelligible. La promesse initiale, abolir le temps et l'espace pour l'information, continue de guider notre ère numérique. Du premier clic du télégraphe à la voix qui traverse les océans, puis à la communication mobile et numérique, l'humanité a connu en moins de 2 siècles une accélération vertigineuse. Chaque fil tendu, chaque signal amplifié a réduit un peu plus la distance entre les peuples. Les rois, les diplomates, les entreprises et les familles ont appris à vivre dans un monde où l'information voyage plus vite que les armées et les navires. Pourtant, cette histoire n'est pas finie. Nos smartphones, nos appels vidéo et nos messageries instantanées ne sont que les héritiers de cette longue conquête de la distance. Les câbles sous-marins, toujours vitaux, cohabitent désormais avec des constellations de satellites. L'intelligence artificielle promet déjà des conversations traduites en direct, tandis que l'Internet quantique pourrait, demain, rendre la transmission encore plus rapide et plus sûre. Mais ces avancées soulèvent aussi des questions. Qui contrôle ces réseaux? Qui possède les câbles, les antennes, les données qui circulent? Les empires du XIXe siècle se battaient pour dominer le télégraphe. Les nations d'aujourd'hui rivalisent pour maîtriser la 5G, l'espace et la cybersécurité. La communication mondiale, née d'un simple courant électrique, est devenue un enjeu de pouvoir planétaire. Et demain? Peut-être parlerons-nous à travers l'espace interplanétaire. Peut-être que nos descendants riront du temps où un appel transatlantique était un exploit. L'histoire du télégraphe et du téléphone nous rappelle que chaque révolution technologique ouvre un nouvel âge, mais soulève aussi de nouveaux défis. Sommes-nous prêts pour la prochaine?